Pourquoi Rousseau et Sade, le plaisir ou sa contrefaçon, Rousseau et Sade. Il m'a semblé qu'une analogie était possible entre Rousseau et Sade. Pourquoi une analogie ? Parce qu'on a l'impression qu'au siècle des Lumières, vous vous rappelez ce siècle des Lumières, dont Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, va résumer l'idée clé, va résumer la devise extraordinaire, et l'audace de te servir de ton propre entendement. Alors, effort, jubilation. Pourquoi jubilation de se construire ? Pourquoi joie d'inventer à partir de cette notion de perfectibilité, cette notion rousseauiste de perfectibilité, qui veut dire possibilité de compléter ce que la nature n'a pas terminé. Ce qui veut dire qu'on pourra non pas être un corps, j'appartiens à cette espèce, et donc je respire de cette façon, je me reproduis de cette façon. Mais perfectibilité au sens où je ne suis plus un corps, j'ai un corps. Et on pourrait tout à fait rappeler que dans « et l'audace de te servir de ton propre entendement », il y a aussi « et l'audace de te servir de ton propre corps ». Attention, pas le corps générique qui aurait été donné par la nature, mais une manière particulière de se déplacer, de bouger, pourquoi pas de penser, parce qu'il y a bien le concept, il y a bien certaines formes universelles, il y a aussi une manière d'incarner, une manière de manifester d'une façon toute spécifique ce qu'on fera de l'articulation entre imagination et concept. Bon, peut-être aussi une manière particulière de faire l'amour. Alors, pourquoi d'abord une analogie, je vais essayer de la construire. Et ensuite, je vais la défaire doublement. Pourquoi une analogie entre Sade, cet hédonisme effréné, orgiaque, peut-être hallucinatoire, hallucinatoire du prisonnier qui sera presque toujours. La question est la suivante. Est-ce que l'œuvre de Sartre, dont la dureté, vous vous rappelez ce qu'on appelle le sadisme, ça n'a pas l'air une démarche particulièrement jubilatoire, est-ce que donc cette œuvre de Sade est une œuvre claire ? Est-ce qu'elle fait partie intégrante de ce mouvement des Lumières qui va émanciper, qui va être libératoire, qui va être libertaire. Et donc je poserai la question suivante. Est-ce qu'il faut mettre sur le même plan les propositions libertaires, alors celles de l'encyclopédie, celles de Rousseau, celles de Kant, et les propositions libertines, celles qui ont l'air de proposer et de l'usage des concepts et de l'usage des corps, certaines ouvertures qui n'étaient pas possibles dans l'absolutisme du classicisme. Ce qui veut dire que dans un premier temps, je me demanderais s'il faut apercevoir chez les roués, chez les libertins, des textes de Sade, des exercices pratiques d'inventivité, de créativité, à partir de la perfectibilité, ou s'il s'agit de contrefaçons, de propositions à la fois dégradées, dégradantes, où l'on fait semblant d'être émancipé, où l'on fait semblant d'être autonome, alors qu'en réalité, c'est une hétéronomie, c'est un emmurement qui règne. Les libertins ne pouvant pas
ne pas se livrer à telle démarche, toujours la même, dont ils sont devenus des êtres emmurés dans une addiction. Alors vous voyez que là, la question, elle est grave. Est-ce qu'il faut retenir du rapprochement Rousseau-Sade un commun dénominateur qui serait l'émancipation? Est-ce qu'il faut apercevoir dans le rapport Rousseau-Sade comme une inversion, l'œuvre de Sade n'étant pas claire mais noire, noire au sens où elle ferait contresens, au sens où elle dévoirait les propositions émancipatrices des Lumières. Alors, pour faire ce parcours, et je fais exprès de bien voir ce qui peut directement éclairer vos dissertations, je vais partir d'une œuvre de jeunesse, le tout jeune Sade. Qu'est-ce qu'écrit le tout jeune Sade, par exemple, au château de Saumanne, parce qu'il faut essayer donc d'occuper les invités du grand vicaire, du très pervers grand vicaire, son oncle. Alors il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « Le philosophe malgré soi ». Et ça, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans cette œuvre de jeunesse, il y a une bipolarité. Il y a deux postulats concernant le plaisir. Vous avez un personnage qui s'appelle Ariste. Alors on peut dire Ariste l'arriviste. Pourquoi Ariste l'arriviste ? Parce qu'il va faire le philosophe, des Lumières, il va faire Rousseau. C'est ça qui est extraordinaire. Il va contrefaire Rousseau, il va faire celui qui déteste la mollesse, qui a horreur absolument du luxe, qui a pour seul plaisir celui de les éviter tous. Alors vous allez dire, bon, c'est même pas du Rousseau. Rousseau, il est dans des propositions de convivialité, de douceur, d'être ensemble. Non, l'arriviste Ariste, alors pour se faire accepter dans un petit cercle de personnes extrêmement riches, et une qui est très très riche, et qui est veuve, et qu'il veut épouser la présidente de Pouval. Alors la présidente de Pouval, elle a l'air aussi d'appartenir de plein pied à ce siècle des Lumières. Elle aime le champagne, elle boit du champagne avec ses amis, peut-être épicurienne, peut-être un peu rouée. Et cet Ariste va essayer de faire son Rousseau de façon à être admiré, à être séduisant, pour accéder au plaisir frelaté qu'il dit ne pas supporter. C'est ça qui est double dans le philosophe malgré soi. Bon, pourquoi philosophe malgré soi ? Parce qu'on voit bien qu'Ariste n'est pas philosophe du tout. Simplement, il fait celui qui est désabusé, celui qui est d'une pureté intransigeante pour se faire accepter de cette présidente dont il vise la cassette. Sauf que la présidente, qui n'est pas née de la dernière pluie, la présidente de Pouval, va bien voir à quel escroc, à quel contrefacteur, à quel faux monnayeur elle a affaire. Et elle va le démasquer, le philosophe sera démasqué. Alors pourquoi partir de ce prétexte-là ? Parce qu'il se trouve que chez Rousseau, il y a cette fois non pas une œuvre de jeunesse, mais une œuvre de maturité qui s'appelle l'Émile. Et dans l'Émile, il y a une partie de l'Émile qui s'appelle la profession de foi du vicaire savoyard. Et là, ce qui est très très émouvant, c'est que dans la profession de foi du vicaire savoyard, Rousseau se dédouble. Rousseau est à la fois
le jeune homme désemparé qui a eu affaire au choc, à la violence du monde, qui a failli être violé dans ce lieu où on l'a installé pour être converti à Turin. Il est en même temps, donc philosophe de la maturité, celui qui va le prendre en charge. Rousseau, il est en même temps le vicaire, c'est-à-dire celui qui va montrer au jeune homme totalement désorienté comment, à partir du sensible, accéder à la première idée, qui est l'idée de Dieu. Bon, pourquoi à partir du sensible ? Parce que ce monde est tellement extraordinaire, ce monde est tellement organisé, c'est tellement un cosmos. Et vous savez, cosmos, ça veut dire en grec la parure, c'est le monde en tant qu'il est beau. Il va donc, le vicaire, qui est Rousseau, et son élève, c'est aussi Rousseau. Il va, à partir du sensible, montrer à son jeune protégé à quel point le plaisir d'exister, le plaisir de grandir peuvent être des modes d'accès au concept. Alors pourquoi ai-je rapproché ces deux textes, le texte du jeune Sade, philosophe, malgré soi, dans ce titre? Est-ce qu'il faut voir que Sade est simultanément Ariste, l'arriviste, et la présidente de Pouval? Peut-être que Sade n'est pas dupe de son usage frelaté du rousseauisme. Peut-être qu'il rêve d'une certaine façon d'être Rousseau, de construire le plaisir de boire du champagne avec des amis. Peut-être qu'il n'est pas cet être sans scrupule qui va se masquer derrière l'idéologie des Lumières pour être à la fête. Alors, dans un premier temps, je vais, alors surtout, arrêtez-moi, il me paraît très dramatique que ma construction ne soit pas claire. Je signale que cette construction va paraître, bon, j'ai vu la rédactrice en chef tout à l'heure, dans le premier numéro d'Espace Prépa, donc je pense que vous pouvez tout à fait vous détendre et ne pas prendre de notes et m'arrêter quand vous en avez envie. Alors, je vais commencer donc par construire cette analogie entre Rousseau et Sade. Il me semble que le commun dénominateur entre leurs propositions, c'est l'imagination. Et là, je vais reprendre certains éléments de mes confrères professeurs. Bon, pourquoi l'imagination? Je pars de Rousseau. Bon, sa mère meurt extrêmement jeune. Elle laisse des livres. Le père de Rousseau et Rousseau vont dévorer des livres. C'est le senti, c'est le ressenti qui, chez Rousseau, va être le mode d'accès aux pensées. Alors pourquoi est-ce que l'imagination est une notion tout à fait importante au siècle des Lumières? Parce que vous voyez très bien que si on dit que ce qu'on est, ce qu'on sera, n'est pas strictement déterminé, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur le potentiel. Je serai ceci, je pourrais également être cela, je pourrais aussi bien. C'est l'imagination qui permet aussi bien de potentialiser le réel. Bon, il va dire, par exemple, Rousseau, que l'imagination, elle peut jouer des tours, elle peut creuser le désir. Elle peut faire apparaître des mirages. Elle peut faire désirer des plaisirs tout à fait insaisissables et dangereux. Mais en même temps, l'imagination, elle peut aussi bien combler ce qu'elle a creusé. Il va dire par exemple que sa sensualité naissante peut être calmée par les lectures qu'il fait.
Alors, j'en reviens à ma proposition. Pourquoi est-ce que l'imagination est une notion clé dans le registre de la perfectibilité? Parce que si on peut compléter ce que la nature n'a pas achevé, ben, il faut rêver. Il faut rêver à comment on va le faire. Il faut rêver à quel prix à payer si on veut grandir comme ça, quel gain, quelle perte. Et là, on est dans un usage de l'imagination tout à fait éminent et décisif. Alors, parallélisme, je ne sais pas du tout si vous avez idée des libertins, des roués, des dolmancés, des sainfonds, des noirceuls et des apprentis libertines qui peuplent les romans de Sade. Je prends un exemple, Justine. Bon, si vous avez, me semble-t-il, deux figures sadiennes à rencontrer et qui sont vraiment fructueuses pour la suite, moi je pense surtout aux figures de Justine et de Juliette. Bon, vous connaissez Mandeville, vous connaissez la fable des abeilles. Justine, c'est celle qui ne veut surtout pas être initiée à la luxure. Il y a trois versions de la Justine. Justine et les infortunes de la vertu. C'est celle qui s'obstine, vraiment, elle n'a rien compris. C'est celle qui s'obstine à vouloir être vertueuse. Alors qu'on sait bien que lorsque les abeilles sont cupides, que lorsque les abeilles sont lascives, c'est là que la ruche se remplit de miel le mieux. Alors que sa sœur, Juliette, prospérité du vice, a bien compris que certaines démarches extrêmement émancipées, pour ne pas dire autre chose, permettent de s'élever rapidement dans la société, permettent d'être reçues partout, pour peu qu'on essaie de veiller au plaisir des autres. Donc pourquoi imagination, cheville ouvrière et des textes de Rousseau et des textes de Sade, attention, je parle des textes de Sade, je ne parle pas du marquis de Sade, je parle ici de l'œuvre, j'en dirai un mot tout à l'heure, et pourquoi je fais cette dissociation. Dans les trois versions de Justine, l'imagination, c'est la notion à tout faire. Pourquoi ? Parce que dès qu'on essaie donc de convertir la malheureuse Justine à la luxure, alors il ne faut pas tenir compte, il faut oublier qu'elle supplie, il faut oublier qu'elle crie. Donc déjà, ces bourreaux vont essayer de néantiser le réel, vont faire comme s'il n'était pas. L'imagination, elle peut faire disparaître ce qui est. L'imagination, elle peut aussi faire apparaître ce qui n'est pas encore. Dans ces textes de Sade, les libertins, alors que ce soit des aristocrates, des dignitaires religieux, des initiatrices, des instituteurs immoraux, vont, lorsqu'ils ont réussi à capturer une proie, vont potentialiser ce qu'ils pourraient faire de cette proie. C'est-à-dire vont essayer de se représenter des tableaux, vont essayer d'optimiser la jouissance de façon à ce que rien ne soit perdu. Et donc on a l'impression d'une imagination à l'œuvre, chez Sade aussi, pas seulement chez Rousseau, au sens d'une construction hallucinatoire de pratiques, d'enchaînements pratiques qui sont d'une complexité absolument effroyable. Sauf que quoi ? Alors là, je vais m'arrêter quand même un peu. Et là, apparaît déjà l'ombre d'une objection pour défaire l'analogie. Il me semble que si on parle en effet en parallèle, aussi bien des perspectives érotiques chez Sade, que l'imagination rend complexe
innombrables. Même les narratrices des 120 jours de Sodome ont du mal à en faire le répertoire. Si on rapproche cette manière de potentialiser, de néantiser, de réaliser, usage de l'imagination, des délibérations citoyennes de Rousseau, où en effet, même structure, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en balance des possibilités, ça consiste à inventer des manières de faire, ça consiste à infléchir des procédures. Il me semble qu'on se fourvoie gravement. Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie gravement? Il y a une mise en garde chez Rousseau qui est la dissociation entre l'homme de la nature et l'homme de l'homme. Alors, de quoi s'agit-il? L'homme de la nature, c'est celui qui fait un usage de sa perfectibilité réversible. C'est-à-dire, je décide de faire usage de mon entendement et de mon corps de cette façon-là, à un moment donné. Or, si je ne reviens pas sur cette pratique, si elle devient sclérosée, si elle devient un mécanisme, d'une certaine façon, je ne suis plus autonome. Alors que théoriquement, la perfectibilité, elle doit devenir autonomie. Par exemple, alors chez l'homme de l'homme, je fais bien la différence chez Rousseau entre d'une part l'homme de la nature, celui qui garde la possibilité de faire autre chose, de faire autrement, et l'homme de l'homme, le courtisan par exemple. Le courtisan, il s'est tellement habitué à courber l'échine qu'il ne peut plus faire autrement. Le courtisan, il a donné telle forme particulière à sa perfectibilité, et du même coup, il ne peut pas ne pas être courtisan. C'est l'homme de l'homme. L'artifice qu'il a adopté détermine à tout jamais ce qu'il est, et d'une certaine façon, il n'est plus perfectible, il ne peut plus s'émanciper, il ne peut plus changer. Et donc je vais progressivement introduire, pour faire objection à mon rapprochement, après tout, Sade serait un philosophe des Lumières, serait comme Rousseau dans la maîtrise jubilatoire de la perfectibilité, de l'invention de figures inédites, de l'invention de pratiques inédites. Le problème, c'est que lorsque vous lisez des textes de Sade, vous vous apercevez que ce libertin-là, bon, je pense par exemple à Minsk, qui est un ogre, je pense à Saint-Fond, qui est aussi un libertin qui ne peut pas ne pas se livrer à des pratiques physiques qui sont toujours les mêmes, sans quoi la jouissance ne vient pas. Si vous lisez donc les textes de Sade, vous vous apercevez que les prétendus êtres des Lumières, que seraient les libertins, encore une fois, libertinage, est-ce qu'il faut aligner proposition libertine et proposition libertaire? Vous vous apercevez que tel, qui est un ogre, ne peut jouir que en dévorant son partenaire, ou que tel a besoin de l'inceste, que tel a besoin du meurtre. Autrement dit, vous connaissez l'expression de serial killer. Autrement dit, on a l'impression que les êtres apparemment émancipés, apparemment de leur siècle, du siècle des Lumières, ont l'air de réactiver
une forme en réalité féodale, ils ne peuvent pas ne pas réactiver une certaine forme féodale qui ressemble soit au droit de cuissage, soit au droit de vie et de mort. On est ici dans une perspective sclérosée, toujours la même, récurrente. Les serial killers des textes de Sade étant aussi bien des serial lovers, et encore il ne faudrait pas dire lover, hein, mais peut-être baiser, je ne sais pas, en tout cas pas ce terme-là. C'est-à-dire que les personnages de Sade sont contraints à une pratique qui est toujours la même, alors dont on pourrait dire en termes peut-être cliniques qu'elle est toujours dans un mécanisme imposé, qu'elle est compulsive. Ce qui sera évidemment la première pierre dans le jardin de notre analogie. Alors, je vais, déjà pour l'analogie, ce que tout le monde a bien compris, hein, émancipation apparente, pratique sadienne qui serait éclairée. Pourquoi éclairée ? Parce qu'on a l'impression que les personnages de Sade sont inventifs, qu'ils vont extrêmement loin dans la créativité. Or, quand on y regarde de près, il ne s'agit pas d'homme de la nature, il s'agit de l'homme qui est comme sclérosé dans une manière d'être et dans une manière de faire. Alors, je vais défaire doublement mon analogie. Alors, j'ai commencé à le faire un petit peu, avec l'opposition chez Rousseau entre celui qui se donne une forme dont il peut changer, celui qui se donne une forme dont il ne peut plus changer. Première objection à mon analogie, le plaisir chez Sade est monotone. Ma deuxième atteinte à l'analogie sera le plaisir chez Sade est dissymétrique. Alors quand je dis, attention, je vais faire la même mise en garde que celle qui a été faite par Barthes. Il y a un très très beau texte de Barthes qui s'appelle « L'arbre du crime ». C'est un texte qui est consacré à Sade. Bon, c'est une postface dans l'édition des œuvres de jeunesse de Sade. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Barthes ? Il dit « Sade est monotone si nous fixons notre regard sur les crimes rapportés, sur les crimes, sur l'œuvre, ce qui se passe dans l'œuvre, et non sur les performances du discours. Attention, Sade n'est pas monotone. Sade, le prisonnier qu'il fut presque toujours, à Vincennes, à Charenton, Sade est un littérateur d'une diversité extraordinaire. Si vous lisez du Sade, vous verrez qu'il fait intervenir à peu près tous les genres littéraires, à peu près qu'il peut aller des métaphores les plus voilées, par exemple dans la Justine, à la narration la plus crue, par exemple dans Juliette, dans l'histoire de Juliette. Il manie aussi bien le panégyrique, le pamphlet, l'essai, la dissertation. Les scènes d'orgie sont entrecoupées par des dissertations. Sade n'est certainement pas monotone. Ce qui est monotone, c'est la manière dont les roués, pour arriver au plaisir, s'imposent des rituels qui sont toujours les mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de pénurie symbolique. Une pénurie symbolique. Une sorte de pauvreté extraordinaire dans la manière qu'ont les libertins d'agencer
leurs différentes pratiques, hein, d'où peut-être la place très importante de la dissertation, parce que quand on ne jouit pas, on a besoin donc de déclamer, hein, on a besoin de ratiociner, on a besoin de prétendre penser le plaisir lui-même. Contrefaçon donc, hein, je reprends ce terme du titre de cette intervention, contrefaçon aussi bien au sens de fausses notions que de feintes. Hein, il y a comme une dramaturgie, parce qu'une fois qu'on est devenu donc maître dans le crime, hein, ou maître dans l'orgie, on ne peut pas ne pas se vanter d'être dans une manière de jouer qui est une manière de jouir. Hein, à ceci près qu'en réalité les libertins sont joués. Ils sont joués. Et donc ils ont besoin de contrefaire l'autonomie, la maturité et la créativité dans des manières de faire qui sont stéréotypées et violentes. Alors j'en viens, je regarde, hein, je veux qu'il reste du temps pour les questions, je vais aller un peu plus vite. Pardonnez-moi, mais encore une fois, le texte vous le trouverez dans Espace Prépa. Hein. Comment également porter atteinte à cette analogie par ce que j'appellerais la dissymétrie du plaisir. La dissymétrie du plaisir. Hein, et c'est là que l'opposition entre Rousseau et Sade devient encore plus grande. Alors déjà, pourquoi parler d'une dissymétrie du plaisir? Parce que chez Sade, donc vous avez quelques grands libertins, alors vous avez éventuellement des institutrices en libertinage, hein, et des instituteurs en libertinage, qui sont porteurs de paroles et porteurs de décisions, alors qu'en face, il y a simplement de la chair disponible. Ce qu'on appelle d'ailleurs communément le sadisme, c'est déjà une dissymétrie. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est que la jouissance soit, quoi qu'il en coûte à l'autre, et peut-être quoi qu'il en coûte à soi. Hein, parce que si l'autre n'est plus l'autre, si l'autre est simplement une chair disponible, qu'on va écorcher, décapiter, qu'on va brûler, etc. Bon, j'en passe. Hein. Alors, c'est pas du tout pour vous donner envie de lire en priorité Sade, hein, parce que les êtres absolument opératoires que vous êtes ont surtout besoin donc de clivage théorique, sans doute. Pourquoi donc cette cruauté, hein, pourquoi cette dissymétrie? Parce que ce qui importe chez Sade, c'est de ne en rien considérer l'autre comme un autre. Hein. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des supplications, des hurlements de Justine, qui ne veut absolument pas qu'on l'initie à la luxure. Il importe, opposition radicale entre Sade et Rousseau, il importe chez Sade de s'endurcir. Il faut s'endurcir. Il faut s'aguerrir. Hein, il faut que la cruauté arrête de se préoccuper de la douleur de l'autre. Hein, parce que ce qui importe, c'est qu'on va faire son plaisir, y compris avec la douleur de l'autre. Bon, pour rejoindre des perspectives, vous savez que souvent l'érotique a partie liée avec le politique, hein, comme chez Platon et chez Aristote. On peut dire que chez Sade, le rapport à l'autre, bon, je prends rapport dans tous les sens du terme, hein, on va dire que le rapport à l'autre est un rapport féodal et un rapport dissymétrique, alors que chez Rousseau, le rapport à l'autre est un rapport républicain et symétrique. Alors, comment vais-je rendre compte de cela? Vous avez peut-être souvenir, c'est dans les Confessions de Rousseau, d'un remords épouvantable, d'un remords extrêmement douloureux
c'est le remords du peigne volé. Hein, il se trouve que le jeune Rousseau a dérobé un peigne et a laissé une servante être accusée à sa place. Hein, et là, la chair même, le corps même du jeune Rousseau brûle d'un remords terrible. Pourquoi ? Parce qu'en se conduisant ainsi, donc c'est par le ressenti, c'est par le sensuel que chez Rousseau, on fabrique du consensuel. Articulation entre le sensuel et le consensuel. C'est en me mettant à la place de l'autre, à la place de cette servante, que je laissais s'accuser, hein, alors que j'ai volé le peigne, que j'ai idée de ce qui s'appelle chez Rousseau la pitié. Pitié qui est à la base du contrat social, de la convivialité du contrat social. Pourquoi ? Parce que si je ne ressens pas dans ma chair ce que ne peut pas faire le prédateur de chez Sade, hein, si je ne ressens pas dans ma chair à quel point l'autre a mal, ou à quel point l'autre s'évanouit de plaisir, alors je ne peux pas construire la République, je ne peux pas construire une forme politique respectueuse et de respect mutuel. Alors, comme je ne veux surtout pas abuser de votre patience, je dirais simplement que chez Rousseau, c'est dans le contrat social, livre 1, chapitre 4, le dissymétrique, c'est la catégorie du droit d'esclave. Hein, le droit d'esclave, bon, j'ai eu le dessus au combat. J'ai demandé à l'autre s'il préférait que je le tue ou que j'en fasse mon esclave. Et je dis à l'autre que je noue avec lui un pacte tout à sa charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, qu'il observera tant qu'il me plaira. C'est la dissymétrie hein, donc de ce rapport féodal sadien, qui dans le contrat social de Rousseau est caractérisé comme manifestation d'un droit d'esclave qui bien sûr ne peut pas être la base du consensuel. Alors je termine, alors peut-être que ce philosophe malgré soi, hein, qu'était Sade, a simplement entrevu le rousseauisme joyeux de cette présidente de Pouval qui partage le champagne avec ses amis, mais c'est accablant. Je vais vous lire et je me tairai après. La thèse qui est celle, alors sûrement de la Dubois, hein, une des institutrices immorales hein, de Sade. Voilà ce que la Dubois dit à Juliette. Juliette, ça c'est de l'anti-Rousseau, c'est une pierre en jardin de Rousseau. Juliette, tu vas me trouver bien tranchante, bien ennemie de toutes les chaînes, mais je vais jusqu'à repousser sévèrement cette obligation aussi enfantine qu'absurde qui nous enjoint de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fût fait. C'est précisément tout le contraire que la nature nous conseille, puisque son seul précepte est de nous délecter, n'importe aux dépens de qui. Sans doute, il peut arriver, d'après ces maximes, que nos plaisirs troubleront la félicité des autres, et là c'est terrible, c'est « en seront-ils moins vifs pour cela »